La télévision, nos télévisions, c'est comme la mondialisation heureuse, c'est les télévisions du bonheur. On chante, on danse à longueur de journée. Et on s'est mis à faire des novellas, il faut voir, des histoires d'amour à l'eau de rose, et la dépigmentation, les cheveux longs, ongles longs, fossiles, tout est faux. Tout est faux, mais parce que c'est comme cela, la dimension psychologique, le miroir qui nous a tendu. Nous ne sommes rien tant que nous ne sommes pas comme l'Europe, tant que nous ne faisons pas comme l'Europe, ni humainement, ni politiquement. Et humainement, les femmes sont les plus piégées. Les femmes sont piégées. J'ai cité le cas d'une femme qui est, elle, française ou occidentale en tout cas, et qui est très mal, qui va mal, qui a vu toutes sortes de médecins, qui ne comprend pas pour quelle raison elle se sent si mal, parce qu'on ne lui trouve aucune maladie, en tout cas aucune pathologie. Et elle va chez un énergéticien qui ne trouve pas non plus de cause à sa maladie ou à son malaise, son mal-être, et qui lui demande, qui a l'idée de lui demander est-ce qu'elle a quelque chose sur elle qui ne serait pas à elle. Et elle dit oui, j'ai des tissages ou enrages, je ne sais pas comment, il y a plusieurs noms pour dire la même chose. Il lui dit ben enlevez les tissages. À partir du moment où elle enlève le tissage, elle va mieux. Pourquoi elle va mieux? Parce que dans le tissage qui est fait de vrais cheveux, entre guillemets, cheveux humains, il y a l'ADN de la personne qui l'a vendu. Et cette personne avait peut-être une maladie, enfin ce que nous appelons chez nous une maladie. Donc le cheveu qui avait été traité dans des bains chimiques, vendu dans des beaux supermarchés, etc., dans des vitrines qui les a exposés comme étant les beaux cheveux, n'est-ce pas? Il est lisse, il est beau, n'est-ce pas? Surtout quand vous le mettez en blond. Parce que nos femmes aujourd'hui, elles n'ont pas de limite. Hein. Elles sont bleues, elles sont vertes, elles ont des cheveux qui traînent aux pieds. Bon. Donc, on n'est pas dans... Alors, il y a une chose que j'ai essayé de comprendre. La femme africaine, comme on l'a dit, excentrique, etc., c'est vrai qu'elle a toujours porté des vêtements collés, on le voit, collés au corps, elle a toujours eu des bijoux, elle a toujours eu des choses qui mettaient en valeur son corps, et elle savait les choisir pour se mettre en valeur. Mais depuis que c'est l'industrie de la cosmétologie occidentale qui s'occupe de nos femmes, eh bien, je crois que leur dessein, c'est vraiment de produire chez nous, pour nous, des femmes carnavalistes. Hier, j'ai dit que Césaire nous a demandé de ne pas être l'objet sombre au carnaval des autres. Et je trouve que quand on prend le métro, oui, on se dit qu'on a fait quelque chose de notre peuple, qu'on en a fait quelque chose qui n'est pas tellement reluisant. Donc il faut que nous, on se parle de ça entre nous et qu'on décide d'avoir un droit de regard sur ce que font les nôtres, au nom du fait que oui, je fais ce que je veux. Depuis quand ça c'est un principe africain? Jamais. Je fais ce que je veux. On vit d'abord dans la communauté avec des principes qui tiennent la cohésion, et c'est le système capitaliste avec sa prétention à l'individualisme ou à je ne sais quoi qui dit je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et puis je suis libre. Et puis et encore, parce qu'on n'a jamais vu de groupe plus cohésif que ça. Surtout, qui ne partagent rien. Mais ce sont des idéologies pour les petits peuples, pour les dominer. Mais comme on ne réfléchit pas assez sur la façon dont on est manipulé, donc on a des gens qui vont dire oui, je fais ce que je veux. Et donc pour le diffusage, il y a des gens qui m'ont dit de quoi je me mêle, je fais ce que je veux, quand je veux. Mais j'ai dit aux gens, mais s'il vous plaît, diffusez-vous si vous en avez envie. N'allez pas dire que Smeralda vous a dit de ne pas le faire. Non, 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 non. C'est pas dans ça qu'on est. C'est pas dans ça que je suis. D'accord? Donc que les gens comprennent bien. S'ils décident de se prêner de l'idéologie occidentale, de dire je fais ce que je veux quand je veux, comme je veux, eh bien qu'ils fassent ce qu'ils veulent. En tenant compte des progrès de la médecine, de ce qu'on a appris du défrisage, de ses répercussions sur le corps, sur les fibromes, sur les cancers du sein, et puis tout ce qu'on est en train d'explorer encore, pour montrer que cette maltraitance sur de très longues années
a des conséquences absolument graves, gravissimes, sur le corps des femmes qui se traitent de cette façon-là. L'enquête que j'ai menée en Côte d'Ivoire sur le fait que pratiquement toutes les femmes portent des postiches, eh bien c'est ce qui m'a été dit. On ne veut pas son cheveu, on le défrise plus, mais on ne le veut pas parce que c'est pas moderne. Le cheveu crépus n'est pas moderne. Il fait paysan, il fait populaire, il fait... Voilà. C'est un truc que j'ai déjà abordé dans du cheveu défrisé au cheveu crépus. Donc il est important qu'on comprenne que les problématiques sont liées, celles de la domination, avec les pratiques qu'on développe, qui sont des pratiques adaptatives, mais qui sont des pratiques qui nous éloignent, parce que c'est toujours dans l'autre groupe qu'on va chercher du sens, ou bien qu'on va trouver des solutions. Jamais dans quelque chose qui soit auto-centré, endocentré, et qui, parce qu'on se connaît bien, qui va nous donner des solutions qui soient des solutions éclairantes. Voilà. Donc la question, une maman, surtout aux Antilles, elle ne peut pas être un homme et une femme à la fois. Elle est un être précarisé, en difficulté, et elle peut transmettre ce que le système colonial lui a transmis, c'est-à-dire la soumission. Et c'est ce qu'elle transmet à ses garçons. Et comme nous sommes une société essentiellement portée par les femmes qui ont été dominées, d'ailleurs, souvent, elles sont tellement persuadées d'avoir un privilège, etc., qu'elles empêchent les pères de jouer bien malement un petit rôle dans la vie des garçons. D'accord? Donc on est dans quelque chose qu'il faut interroger, pas parce que je suis femme que je vais vous dire oui, elles ont... Non, elles n'ont pas raison. Je leur ai toujours dit, qu'est-ce que c'est que ces histoires de malfemmes? Je ne comprends pas ça. Parce que vous créez des êtres qui ne savent qu'obéir. C'est ça que nos femmes font. Elles sont, comme le disait ce psychiatre qui est mort malheureusement très jeune, c'est Fritz Gracchus qui a écrit Les lieux de la mer, peut-être que tu l'as, c'est un livre très vieux, en 81 je crois. Eh bien Fritz Gracchus explique ça, cette expression que j'ai reprise, elle est de lui. La femme noire est le bras droit, le bras armé du colon. Le colon s'est appuyé sur elle, malgré les viols, malgré tout, pour dominer. Parce que, imaginez-vous, chez nous, on a cette expression, deux malcrabes ne vivent pas dans le même panier, le même trou. Mais le noir, c'était quoi pour le blanc? Un malcrabe, comme lui, et un malcrabe qui lui faisait peur. Parce qu'il y a dans l'histoire des épisodes terribles. Un malcrame qui lui faisait peur, il fallait l'éliminer. Mais ils ont toujours utilisé comment on va dire, les ressources de l'esprit pour trouver des solutions à leurs besoins de dominer et pour continuer à dominer comme on le voit aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, Macron, regardez tous les Africains qui disent « Mais comment vous laissez le petit Macron ?» Parce que les Africains savent bien que c'est un tout jeune homme, alors qu'ils ont un tas de vieillards au pouvoir. Comment pouvez-vous laisser le petit Macron? Pour eux, c'est déviriliser leur chef d'État de voir, d'assister à des scènes pareilles. Et Macron, il est peinard, il est viril. Il est construit dans une civilisation où on lui a dit que le blanc est supérieur. Et il avance sans souci. Il ne regarde même pas de côté tout cela qui crient à la dévirilisation de leurs élites politiques. C'est dramatique hein, ce qui se passe là. C'est catastrophique. Hein. Et c'est pour cela que c'est intéressant d'analyser nos sociétés. On a changé l'homme. En même temps qu'on a utilisé la femme pour changer l'homme, c'est l'homme qui est le maillon faible de notre domination coloniale. C'est lui. Parce que c'est lui qu'il faut neutraliser. Dans l'esprit du blanc, c'est l'homme qui porte la civilisation. Ce qu'il n'avait pas conçu, ce que le noir n'a pas conçu. Mais dans son esprit, le pouvoir qui peut le menacer, c'est celui de l'homme. Alors que dans la civilisation africaine telle qu'elle s'est conçue, c'est le couple, c'est les deux, c'est complémentaire. C'est dans la complémentarité qu'on comprend le couple africain, le couple noir ou kamite, comme vous voulez. Or, pour l'heure, quand Emmanuel Macron dit à Erevan, au sommet de la francophonie, que l'Afrique doit être féministe, comme l'Europe, et comme le reste du monde, non, je ne plaisante pas, c'est ce qu'il a dit. Il se veut écologiste, il se veut féministe, il veut que l'Afrique soit féministe. Je veux bien, mais j'aurais tellement... Il serait été plus clair s'il avait dit que l'Afrique doit être libérale et les femmes libérales. Parce que c'est des femmes libérales qui vont faire tourner le moteur de la machine infernale
qui sont en train de déployer en ce moment. Nous sommes piégés précisément parce que nous sommes ce que nous sommes. Dans le cas du Mali, nous sommes plus de la moitié de la population, plus de la moitié de l'électorat, les plus faciles à mobiliser en cas d'élection, les éducatrices, celles qui s'occupent de l'alimentation, des soins. Alors imaginez, dans une perspective véritablement écologique, que les femmes soient véritablement outillées, capables de sélectionner, capables de savoir que si je mange cette boisson colorée, hein, ça c'est du jus d'orange, mais chez nous on met de la poudre dans l'eau, on tourne, ça devient du jus d'orange. Quand je sais que tout ça, tout ce qu'on nous vend peut tuer. Le jour où toutes les femmes sauront ça, quand elles sauront que leur corps est un écosystème et que tous les produits qu'on nous vend aujourd'hui pour décaper tout ça, et que tous ces faux cheveux pris sur la tête des morts d'ailleurs, pour avoir les cheveux aussi longs, je m'excuse ainsi dans la salle, il y a des gens qui ont les cheveux longs, mais ça m'est égal. Cette question-là, il faut que les gens, et je voudrais que chaque Africain sache que consommer est un acte politique. Et que tout ce que nous achetons peut contribuer ou à créer de l'emploi, ou à créer du chômage et à aggraver la pauvreté et obliger les jeunes à partir. Nous faisons partie de la solution et nous le prouverons à partir d'une connaissance approfondie de l'état réel du monde et des mécanismes de cette foutue mondialisation. Maintenant, sur le plan économique, on récupère les savoirs qu'on a sur vous et on vient vous vendre des choses qu'on sait que vous aimez. Il y a énormément de choses que fait l'industrie de la cosmétologie qui ne sont destinées qu'aux femmes noires. Des machins collants, colorés, des ongles. Même si vous allez voir quelques blanches avec des ongles qui font 50 cm, il y en a très peu. Ce sont nos femmes que vous voyez porter ça. Des fossiles qui vont jusqu'à la racine des cheveux. Nous avons le droit, quand nous parlons de nous dire, puisque Césaire nous l'a demandé aussi, d'arrêter d'être le carnaval, l'objet sombre au carnaval des autres. Au début, je vous ai dit que nous ne sommes pas des sujets, que nous sommes des objets dans la vision des autres, la représentation qu'ils ont de nous. Quand Césaire nous dit d'arrêter d'être l'objet sombre au carnaval des autres, il nous dit quelque chose. Ce que je suis en train de vous dire là, il faudrait que ce travail de constat, qui est que c'est la femme noire qui est visée par les extravagances de l'industrie de je ne sais quoi, l'esthétique entre guillemets, cette femme-là a été la première attaquée dans la politique de déstructuration, de déconstruction, tout ce que vous voulez de la famille noire. Et quand on a dit qu'elle est le bras droit du colon, c'est effectivement elle que le colon a utilisé pour émasculer son homme. C'est effectivement elle qu'on a classée au pied des races. Et qu'on dit, voilà l'échelle et la femme noire, elle est tout en bas. Elle est l'objet d'une série de stratégies parce qu'en Afrique, sur le continent, en Égypte, la femme n'a jamais eu besoin d'un homme pour exister. On n'a jamais inventé de société plus équilibrée. On n'a jamais inventé de rapport homme-femme plus épanouissant que ça, parce que chacun avait son domaine. Et qu'on avait des pharaons aussi puissants que la reine Tilly ou que d'autres gens. Donc ce sont des personnes qui ne vivaient pas le couple comme l'ont vécu les petites jeunes sociétés patriarcalistes qui ont écrasé leurs femmes, qui les ont soumises et qui leur ont donné des droits quand ils ont décidé qu'elles pouvaient en avoir. La femme africaine, ou Remeto, tout ce que vous voulez, n'est jamais passée par là. Le problème, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est dans ça qu'elle est. Parce qu'elle était si puissante. Vous avez vu quand on a destitué Gbagbo, qu'est-ce qu'on a appris en premier ou avec? Vous avez vu quand on a voulu utiliser Nelson Mandela, qu'est-ce qu'on a pris? La femme noire est l'objet d'une stratégie de démantèlement de son groupe qui est puissant. Et quand on fait d'elle une carnaval
eh bien c'est tout le groupe qui en prend plein la gueule. Et si on n'est pas prêt à remettre ça en question, à être dans nos rapports avec nous-mêmes, dans des exigences de dignité et de maintien, de maîtrise de soi, de contrôle, portez-le, exiger de contrôler ce que nous faisons au lieu de dire je fais ce que je veux quand je veux, eh bien, chacun de nous qui décide de faire ce qu'il veut et de traîner notre groupe dans la boue comme il le fait, eh bien ça rejaillit sur l'ensemble de la communauté. Et nous avons tout intérêt, parce que personne dans le monde ne respecte le noir. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Donc le jour où nous déciderons que nous devons avoir du contrôle, un début de contrôle sur ce que nous faisons, et que nous sommes responsables pour toute la communauté, de ce que font quelques-uns d'entre nous, au nom du fait qu'ils sont libres, eh bien ce jour-là, nous commencerons à construire une entité qui va être regardée avec plus de respect et qu'on va regarder différemment. Et les chefs d'État africains, et les chefs d'État caribéens, et les Européens ou les Occidentaux qui entrent sur le continent comme dans un moulin et qui font ce qu'ils veulent et qui dictent leurs lois, ou bien qui se font convoquer ici comme des gamins et qui répondent oui voilà, oui je viens, etc. Donc ce que nous faisons individuellement a un impact très important sur la façon dont le groupe est perçu, sur le manque de respect qu'on lui porte, sur la difficulté qu'on a aujourd'hui d'afficher une dignité et sur le fait que ce que nous faisons qui correspond à notre esthétique, qui va bien à nos femmes et à nos hommes et à nos enfants, nous devons exiger que ce soit ces choses-là qui nous servent dans la construction de la nouvelle identité. J'entends parler de renaissance, on parle de renaissance de quoi? Des cases, hein, des places fortes, de quoi? La renaissance, c'est un mouvement qui doit reprendre le corps noir si vous voulez, je ne sais pas comment l'appeler, qui doit le reprendre en main, le restructurer, lui redonner, le réinvestir de son esthétique et de sa mission de transmettre de la dignité et de la cohésion, la cohérence entre nous. Donc, quand je fais ce travail-là, bien sûr, je nous documente pour que petit à petit, nous reprenions des parts de marché, enfin des parts de nous-mêmes qui nous échappent et surtout que nous perdions moins de temps à partir un petit peu dans tous les sens. Chez nous, la nourriture, il y a énormément de choses qui passent par les femmes. C'est pour ça que ce serait dommage que la question des femmes dans le développement d'un continent comme l'Afrique soit elle aussi à la merci du même paradigme. C'est-à-dire à la merci des mêmes pièges où vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un réfléchit quelque part au nord à un financement, vient vous voir en disant c'est ça qui est bon pour vous. C'est ça qui se passe malheureusement. Et vous allez voir le 8 mars, comme chaque 8 mars, et il va y avoir des mobilisations, on va porter des uniformes, on va chanter, on va danser la parité, l'égalité et tout le reste. Et ça fait 50 ans que ça dure. Et si au bout de 50 ans, on vient vous dire que c'est vous le problème, malgré tout, et que vous déstabilisez le continent, je pense qu'il y a un changement radical à faire. Pour moi, et il y a une confiscation de l'information. Il y a une infantilisation des opinions. Je vous assure que le jour où une masse critique de femmes africaines comprendront qu'est-ce que c'est que les relations nord-sud, qu'est-ce que c'est que le commerce mondial. Mais personne ne leur parle du commerce, personne ne leur parle des programmes d'ajustement structurel. Ici, j'imagine que le citoyen lambda, l'électeur lambda, sait qu'il a confié son destin à un responsable politique et que ce responsable politique va aller à Bruxelles. Bruxelles existe, hein, et il existe en tout cas des enjeux qui le concernent. Même si toute votre politique ne porte pas sur ça, il y a une connaissance, mais c'est ce type de connaissance qui est caché aux Africains. Alors, personne, ton enfant ne va pas à l'école, ton fils et ta fille peut-être vont être obligés d'émigrer parce qu'ils n'ont pas de boulot, mais il n'y a pas d'explication à tout cela. On vous dit seulement, c'est Arvalo qu'on a élu, c'est lui le président de la République, il n'a qu'à résoudre tout ça. On vient de dire d'ailleurs au président malien qu'il faut qu'il fasse la paix
On est au mois de mars là. Entre février et mars, l'ONU nous donne un ultimatum pour faire la paix. Alors, cette histoire, je dis, on se moque de nous. On se moque de nous, on se moque des Africains, plus particulièrement des Africaines. On pleurniche notre sort, mais personne ne veut nous donner le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, pour moi, c'est pas accéder. J'ai été ministre, mais ça n'a pas la moindre importance. Ce n'est pas être président, c'est pas... La promotion politique des femmes ne m'intéresse pas. Parce que je dis, je ne veux même pas être... L'égalité homme-femme ne m'intéresse pas si c'est pour ressembler à nos propres hommes qui sont des otages. Ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est une bonne connaissance de l'état du monde. Pourquoi l'Afrique est dans cette situation? Ce dont nous sommes en train de discuter ici. Il faut qu'une masse critique d'Africains soit imprégnée de cela. Pour qu'on sache que nous ne sommes pas obligés d'avoir 2 téléphones, que nous ne sommes pas obligés de rouler dans des grosses voitures qui polluent, que nous ne sommes pas obligés d'être en cravate à 40 degrés à l'ombre, que nous ne sommes pas obligés de ressembler à qui que ce soit, que nous devons être nous-mêmes et que nous avons les moyens de le faire. On a aujourd'hui une opportunité. La question climatique change tout. La question climatique oblige les pays riches aujourd'hui à repenser leur mode de consommation, leur propre mode de vie. C'est cette chance qu'il faut donner à l'Afrique en disant, écoutez, on prétendait que vous n'êtes pas développés, mais nous nous sommes trompés de modèle de développement. Donc pour changer cela, les femmes peuvent faire la différence. Elles peuvent faire la différence en gérant leur propre corps, leur propre fécondité, en sachant comment éduquer leurs enfants. Mais si on ne fait pas ça, pour l'instant, tous les soirs, à la télévision, vous voyez toutes sortes de cochonneries qu'on nous demande de... C'est les mayonnaises, c'est le cube magie, tout ce dont les autres ne veulent pas. L'Afrique va devenir un gigantesque marché pour tous ces produits-là qui nous rendent malades alors qu'on ne peut pas acheter de médicaments. Les médicaments, on les vend par terre. Les plus riches vont se faire soigner à l'extérieur. Donc, vous êtes malade à cause de ce que vous mangez. Mais vous mangez ce que vous mangez parce qu'on vous dit que c'est ça la modernité. C'est ça pour entrer dans la mondialisation. Donc, je pense que les femmes peuvent faire la différence. Le débat aujourd'hui, comment les atteindre? Comment les arracher à cette idée que nous nous sommes fait de ce que c'est que la civilisation. S'il faut fixer des cheveux jusqu'au dos, ou alors se dépigmenter, ressembler le plus possible au blanc pour exister, c'est ça le drame pour moi, c'est ça qui doit changer. Mais dans les sociétés justement très hiérarchisées dans lesquelles nous sommes, quand on vient vous raconter, vous bassiner avec des idées que la femme potomitan, elle joue le rôle de l'homme, c'est absolument faux parce qu'elle n'est pas éduquée comme un homme. Et elle n'a pas le patrimoine, le background d'un homme dans une civilisation où, par exemple, sur le continent, eh bien, les femmes avaient un rôle, même en dehors de l'Égypte de Tamaré. Vous aviez la femme qui porte l'enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, puis c'est ponctué de rites de passage, et qui s'occupe d'une partie de son éducation. Et à partir de 9 ans, à partir des rites de passage, l'enfant était sorti de la communauté, et c'était le père qui en était responsable jusqu'à ce qu'il sorte. Donc il lui donnait les valeurs, entre guillemets, je ne sais pas si c'était masculin ou féminin, mais qui lui transmettait les valeurs qui allaient faire de lui quelqu'un qui allait s'occuper de transmettre, faire des enfants. D'ailleurs, quand il sortait de ses rites, s'il avait survécu, c'est qu'il devait vivre. Et souvent, il transmettait, donc, il se mariait ou il continuait la structuration de la communauté. Donc, il y avait des rôles bien répartis. C'est pour ça que j'ai dit que les femmes et les hommes sur le continent, chacun avait sa part de responsabilité et il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas non plus besoin, parce que en Afrique, on a estimé que l'enfant, à un certain âge, il avait plutôt besoin d'un certain type de soins, de rapports. Et il avait ce soin-là avec la maman, surtout quand elle le portait au dos. Il y avait énormément de choses qu'elle faisait dans les massages, dans la façon d'entretenir le lien, l'affectivité, etc. de l'enfant. Une fois que l'enfant, d'ailleurs, chez les Békés, chez les colons, eh bien, on confiait l'enfant aux Noirs, jusqu'à l'âge de, vous voyez, l'âge de la préadolescence, et après on sortait complètement l'enfant sous l'influence des Noirs, parce que c'est à partir de là qu'on leur donnait une orientation qui était beaucoup plus celle qui allait servir leur communauté.
En Afrique, on a vraiment ce partage des rôles. Dans les sociétés patriarcalistes dans lesquelles nous inscrivent les Européens, eh bien, on a une construction de ce qu'on appelle la féminité, une construction de la masculinité qui n'interfère pas. Je veux dire, il y a des rôles de femmes, des rôles féminins et des rôles masculins qui sont très dissociés, mais qui ne sont pas forcément dans l'épanouissement de chacun des partenaires. La femme est présentée comme dépendant du mari, et elle est, si vous voulez, elle dépend, ce qu'elle devient dépend, ou ce qu'elle va donner dépend de ce que le mari va donner pour l'éducation de l'enfant. D'ailleurs, vous avez dans les lois, la pension alimentaire quand le mari s'en va, etc. Et alors qu'en Afrique, c'était une communauté. On disait qu'il fallait un village pour élever un enfant. C'était une communauté qui le prenait en charge, et le système de parenté faisait que vous n'aviez pas besoin d'être la mère. Le parent biologique n'est pas nécessairement celui qui était le parent, qui est le parent. Donc il y a énormément de choses à savoir dans le système la façon d'organiser la société, comme de la socialiser. Ce que nous sommes, ou que nous croyons aujourd'hui, c'est le fruit, le résultat d'une socialisation occidentale ou occidentalisante. Et nous avons tendance à transposer des schémas et des constructions d'individus là où il ne faut pas. Ce que le modèle occidental fait, par rapport au rôle fort que joue l'homme dans ce modèle-là, patriarcal, c'est qu'il empêche l'homme noir d'être un homme viril, enfin quand je dis viril, qui accède au pouvoir, qui va le concurrencer. Donc, en ayant, comme on l'a fait pendant l'esclavage, en mettant entre les mains des femmes des responsabilités d'hommes, le pouvoir blanc se protège de la concurrence de l'homme noir. Il le déconstruit, il en fait un objet qu'il va instrumentaliser puisqu'il en fait un étalon, et le fait qu'il devient un objet sexuel, d'ailleurs, avec le chlordécone, on a découvert que du couleur sexe. Donc ça, c'est encore mieux. Donc, en faisant un objet sexuel, oui, parce que l'effet du chlordécone est féminisant. Et féminisant, donc les hommes perdent leur capacité. On en a fait un sexe par les talons, mais on lui a enlevé le pouvoir de concurrencer. Ce que vous vivez sur le continent africain est très important, parce que vous comprenez pourquoi les hommes africains ou bien antillais sont tellement inféodés au pouvoir blanc. Il faut chercher du sens dans la forme de socialisation que nous subissons. L'homme noir n'est pas habilité à concurrencer l'homme blanc, et il est construit par l'homme blanc de manière absolument délibérée, comme quelque chose qui va être sous l'autorité du blanc. Quand vous avez donc dans les familles l'absence de père, on pourrait jouer son rôle, mais il n'est pas construit pour être un père. La preuve, c'est que beaucoup de nos hommes ne savent pas jouer le rôle de père. En plus, les femmes les concurrencent dans ce rôle-là. On leur a dit qu'elles étaient des malfemmes. J'ai été l'une des premières à dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de malfemmes? Elle est à la fois mâle et femelle. C'est quoi? C'est quoi cette construction? J'ai envie qu'on m'explique comment elle empiète sur un domaine qui est déjà très grignoté de l'homme, du père, et puis elle devient un malfemme. Et du coup, en sociologie, si on est dans des approches correctes, on sait que la femme est dominée et que quand elle est en monoparentalité, elle est dans un statut inférieur de personne précarisée qui a beaucoup de mal à vivre, à supporter une famille. Et elle ne peut pas, elle qui est socialisée dans l'idée qu'elle doit faire transmettre l'idée de la soumission et de l'obéissance. Et si vous remuez un petit peu dans vos têtes ce que vos mamans vous disent, vous verrez qu'elles vous apprennent à obéir, à vous soumettre de manière constante. Elle est utilisée, comme on l'a vu dans Peu l'esclavage, par le maître pour faire que l'homme soit un objet docile. Et nos hommes obéissent très bien. Ils font ça magnifiquement, au point que nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire d'eux parce qu'ils sont trop obéissants. La question c'est, elle n'est pas éduquée pour savoir éduquer un garçon. Les valeurs de transmission qui construisent la masculinité ne sont pas chez la femme. Pas la femme éduquée à l'occidental. Peut-être à l'africaine, je ne sais pas. Et elle n'a pas les moyens
de sa politique. C'est-à-dire, c'est une femme précarisée et elle doit jouer avec le système, trouver des manières, et l'homme dans sa vie, c'est l'État. Tout à fait. L'homme dans sa vie, c'est l'État. Et elle va même cacher l'homme sous son matelas quand l'inspecteur va venir contrôler. Donc on sait ça, comment l'État a réussi à, on va dire, émasculer l'homme noir. Donc on n'a pas à chercher 1000 explications, ni à entendre des explications ou des croyances qui tiennent lieu d'explication. Il y a dès le départ la conscience chez l'homme blanc que le problème qu'il aura à affronter est celui de la virilité de l'homme noir. Parce que quand il l'a sorti en Afrique, il savait la puissance qu'il avait. Quand il l'a rencontré à Remeto ou en Tamarit, il savait qu'il était maître de royaume, qu'il était puissant. Quand il décide de le mettre en esclavage, il veut sa force, il veut ses muscles, il veut tout ça. Et c'est un homme qui ne se méfie pas, parce qu'il n'a pas cette habitude d'être dominé de cette manière-là. Et quand il entre sous la coupe du maître blanc, la première préoccupation de ce maître, c'est de l'émasculer. Et comment il va le faire? D'abord, il est son esclave, il lui parle, il le machin, comme vous le savez. Et ensuite, quand il est avec sa femme, le maître va passer, il va trouver que sa femme, la femme de son esclave lui plaît, eh bien il va le lui enlever. Et si il ouvre sa bouche, il va le descendre, comme un chien. Ça, c'est des scènes fréquentes dans l'histoire qui est la nôtre. D'accord? Donc le noir est émasculé, il va prendre l'habitude de ronger son frein, de rentrer sa rancune, et les problématiques, l'une des issues de ces problématiques que nous avons aujourd'hui entre hommes et femmes qui déstabilisent totalement nos sociétés et notre groupe, c'est le fait que la femme reproche à l'homme de ne pas avoir su la protéger contre la prédation du maître blanc, et que l'homme reproche à la femme d'avoir été avec le maître et de l'avoir humilié. Voilà des situations, des schémas que nous explorons et qui sont des situations qui se sont produites depuis la mise en esclavage des Noirs. Je parle à la lumière d'une expérience. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai décidé de vivre dans un quartier populaire, un quartier insalubre, un peu comme partout, malheureusement, dans nos villes. Et quand je suis arrivée, j'ai fini mes études, j'étais mariée en Côte d'Ivoire, je reviens au Mali, beaucoup de chômage, tous mes neveux, nièces, tout le monde était là. On était au début des programmes d'ajustement structurel. Je sais qu'ils n'allaient pas avoir de travail. Et puis, j'avais rencontré un ami qui m'avait montré, et il a reconstruit son village avec les briques. Il m'a offert un moule qui me permettait de fabriquer les briques. Donc, j'ai demandé à mes frères s'ils m'autorisent à transformer notre maison, à construire en matériaux locaux. Et comme je n'avais pas d'argent, j'ai demandé pendant les vacances aux jeunes de la famille, est-ce que vous voulez qu'on fasse des briques? On va essayer quelque chose. Et comme je voyage beaucoup, on a confiance en moi, on dit c'est toi qui sais, si tu veux on peut essayer. Donc je leur ai donné le prix du thé, et puis pendant les vacances, on a fait des milliers de briques en terre. Et j'ai un ami d'enfance qui est architecte qui m'a dessiné ma maison. Donc c'est la première maison en matériaux locaux que nous avons construite dans le quartier. Et comme les voisins qui ne veulent plus de maisons en terre et cassent et jettent leurs briques en terre, on a ramassé aussi toutes les briques qu'on trouvait, puisque eux, ils voulaient construire en parpaing. Je voulais, ce que j'ai dit, éduquer le regard du Malien sur ces matériaux locaux. Donc on a construit, on a fait un restaurant. On a dit pour que ce soit une vitrine, on va faire un joli restaurant et avec des textiles africains. Donc j'ai été amené à m'occuper des tisserands. Ils ont fait de très beaux tissus. Le pays d'Ogon, on recevait énormément de tissus du pays d'Ogon. J'ai le plaisir aujourd'hui de voir des tisserands qui me disent « Nous avons construit notre maison, nous avons éduqué nos enfants à cause de tout ce que tu as acheté comme textile chez nous. » Donc on a commencé à faire du bogolan, des grandes tentures en bogolan,
Ma maison a été la première maison à utiliser des rideaux avec des tissus et tissés à la main, avec du coton filé à la main. Donc on a lancé, aujourd'hui, vous allez à Ségou, vous pouvez demander, il y a un atelier là-bas, Bakar Doumbia. Donc c'est ce tissu qui est sorti à partir de notre maison qui est devenue une vitrine. Donc on a touché à l'architecture, on a touché au textile, et je me suis lancé dans la décoration intérieure, et puis mes enfants ont suivi le schéma. Donc du coup, on a habillé les serveurs avec des tissus et les chéchias, tout le décor était conçu comme ça, mais aussi la nourriture. Jamais on ne servait de boissons maliens dans les restaurants. Tout était des coca et Schweppes. Donc on a commencé à servir du gingembre, du bissap, toutes ces choses-là. Je parle de 1989. C'était déjà en 1989, donc il y a quoi, 30 ans. Donc c'est devenu un peu un modèle. Et puis j'ai dit, ok, c'était très beau. Et tous les Occidentaux qui attendaient un vrai restaurant africain ont commencé à venir chez nous. Mais on était dans la poussière et dans la boue. Donc on s'est dit, bon, on n'est pas dans une logique de business, faire de l'argent, mais on veut démontrer qu'un autre Mali est véritablement possible. Donc du coup, j'ai dit, il faut qu'on s'attaque à la rue. On va s'attaquer à la rue, mais on n'a pas de financement. Mais le Mali, Bamako est entre deux collines. On a de la pierre de part et d'autre. Donc, j'ai commencé à acheter de la pierre avec les bénéfices du restaurant. On a fait une rue. La rue, c'est devenu une rue très propre. On a planté des arbres et les voisins sont venus me voir en disant, écoute Aminata, nous aussi, on veut avoir une rue comme ça. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas les moyens de faire une rue comme ça, mais on va chercher. Donc, je suis allé voir l'ambassade du Canada. J'ai dit, j'ai fait une rue, ça a coûté 1,5 million. Est-ce que vous pouvez nous aider? Un jour, ils m'ont appelé, ils ont dit, nous avons 6 millions. C'est le reliquat d'un projet, si ça peut vous aider. On a pris ces 6 millions, du coup, on a pavé toute la rue. D'autant plus que les jeunes diplômés et les chômeurs sont venus. Donc, chaque famille, tous les jeunes sont venus, on avait la liste. Mais c'était comme une fourmilière. Et quand on a eu fini de faire ça, lors d'une conférence comme ça, au Luxembourg, j'ai parlé de cette expérience et quand les Luxembourgeois sont venus, ils ont tenu à aller voir ce que j'ai fait. Et c'est là où la duchesse du Luxembourg, j'ai eu le privilège d'avoir la duchesse du Luxembourg à la maison. Il a beaucoup aimé et la maison et la rue, et elle plutôt. Et elle était avec le ministre des Affaires étrangères, ils ont dit il faut qu'on lui donne un coup de main. Donc, eux, ils sont venus, ils ont envoyé leur propre, un Malien, ils ont recruté un Malien qui a fait le devis. Du coup, on a pavé tout le quartier. On a fait 300 000 mètres carrés de pavés. On a curé les caniveaux, on a fermé les caniveaux. Et puis, il y avait un marché très sale. Et comme tous les marchés, c'était... bon. Donc, on a dit, on s'attaque au marché. On a eu des problèmes avec la mairie qui dit non, il ne faut pas toucher au marché parce que les marchés, pour les maires, c'est sacré. Et ils ont fait toutes sortes de problèmes. J'ai appelé les artistes, on a fait un sitting dans le marché. On a fait beaucoup de bruit. Ils nous ont laissé, on a construit le marché. Donc c'est le seul marché aujourd'hui avec des plantes vertes. Et mon intention, c'est pour ça que je parlais de cross-funding. Il faut absolument qu'on fasse de ce marché le premier marché malien avec des produits naturels pour contribuer à l'éducation du regard des gens. Bon, j'avoue que pour faire court, parce que je n'aime pas tellement parler de moi, je pense que ça a été extrêmement important. Parce que mes concitoyens, mes livres, ce n'est pas tout ça qui les intéresse. Mais le quartier m'a réconcilié avec les Maliens. Parce que tout le monde voyait Madame la ministre, patati patata. Mais je dis pardon, c'est Aminata d'abord. Avant d'être ministre, je suis Aminata. Et tout ce qui te craignait et qui t'évitait, mais je suis entré dans chaque famille, m'asseoir dans les familles, parler avec les gens. Et dans le marché, c'est pareil. C'était un marché où les gens m'ont dit, écoute, chaque fois qu'on a modernisé les marchés, on a chassé les pauvres. J'ai dit, on ne vous chassera pas. Vous restez ici, on transforme le marché ensemble. C'est à la lumière de cette expérience, cette micro-réalisation, que moi je me dis, j'ai l'intime conviction que les gens en veulent. Les gens veulent du changement. Les gens peuvent faire du changement. Mais seulement mon problème, c'est que je n'aurai jamais le financement de l'Union européenne.
je n'aurai jamais le financement de tout ce que je nomme. Parce qu'eux, ils veulent qu'on dise merci. Et merci, merci. Je dis non, je ne dis pas merci. Je pose des questions et j'agis. J'agis, mais je veux faire de telle sorte que une masse critique de femmes maliennes aujourd'hui comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de voter, mais qu'il s'agit aussi de penser, de se remettre en question, de changer nos comportements et d'éduquer nos enfants de telle sorte qu'ils ne viennent plus mourir en Méditerranée. La culture a une fonction centrale dans tout ce travail de réconciliation avec nous-mêmes, de reconstruction individuelle et collective. C'est la question des repères. Moi, je pense que qui que l'on soit, où que l'on soit, on a vraiment besoin de repères pour se construire, penser, proposer, tout ça. Et tous ces bouleversements que nous vivons dans les pays anciennement colonisés et en voie de recolonisation, c'est que vous n'avez même pas le temps nécessaire de réfléchir et à ce qui devrait vous permettre de dire je parmi les autres, quoi. Et la transformation se fait, et la langue c'est une question fondamentale, parce que nous allons, je vais à l'école, quand le jeune espagnol va à l'école, il commence à apprendre et à comprendre le monde à travers l'espagnol, votre langue. Quand nous allons, un enfant bamana va à l'école, il doit commencer à apprendre le français d'abord, avant de comprendre. Donc le temps de la compréhension de la langue et la peur même de faire des fautes fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes étudiants sont bloqués. Quand je leur parle dans la langue, ils ont tout de suite compris. Ils sont à l'aise et ils s'expriment. Mais quand tu es obligé quand tu exiges de dire en bon français ce qu'ils pensent, il y a déjà des problèmes. Donc ça fait que quand vous mettez aujourd'hui un jeune sortant d'une école de management, un occidental qui vient et travailler en Afrique, et face à son homologue, enfin quelqu'un de son âge, la plupart du temps, il est outillé, ils ont les mêmes technologies, mais quand tu leur demandes de défendre les idées, il y a certainement celui qui a travaillé dans sa langue qui est plus structuré. Ça, c'est un gros problème. L'autre problème, c'est de la fonction de la culture, c'est le marché. Parce que tout ce que nous achetons, c'est des biens matériels. Et tous ces biens matériels nous permettent d'afficher une identité autre que la nôtre. Aujourd'hui, si vous voulez être bien reçu dans un service, il faut être en costume cravate. Je déteste ça, et 40 degrés à l'ombre, et nos gars se croient obligés d'être en cravate pour être bien reçus. Qu'est-ce que c'est que quand je regarde la télévision, vous regardez tous ces gars en cravate et que tous ces costumes sont achetés en Europe, en Chine ou quelque part, mais l'hémorragie financière, c'est ça aussi. C'est pour ça que je dis, et c'est l'un de mes livres, donc dans le viol de l'imaginaire, je parle de l'impérieuse nécessité et de penser qu'il y a une modernité africaine et qu'il y a un marché africain, une économie africaine à approvisionner avec des produits de qualité. Et Dieu seul sait qu'il y a de beaux produits, il y a des produits de qualité et que nous, on peut contribuer à enrichir le monde. Nous pouvons enrichir le monde et pas seulement, je ne parlerai pas de spiritualité parce que ça compte beaucoup. Quand je vous ai parlé des femmes, j'ai expliqué par rapport à ce que j'appelle la révolution pacifique des femmes en tant que mère. Et quand j'organise mes réunions dans mon centre, il y a des penseurs africains qui ne parlent pas un seul mot de français, qui viennent avec des choses extraordinaires. Il y a un qui nous a dit quelque chose, et là, ça m'a beaucoup aidé. Il dit, en chaque femme, Aminata, en chaque femme, il y a trois femmes, en fait. Il dit, la femme qui donne naissance à un enfant, qui a son enfant, c'est la mère biologique. Cette même femme est l'éducatrice. C'est elle qui va permettre à l'enfant de penser tout ce qu'il va devenir, sa fierté ou son manque de confiance en lui, c'est la mère qui est la première personne qui va le faire. Mais il y a en elle aussi la mère sociale.
la mère sociale va s'occuper de son enfant, mais des autres enfants. Alors moi, je dis, c'est extrêmement important. Parce que la crise du développement, la crise du système global aujourd'hui, c'est son incapacité à répondre à la demande sociale. Si la demande sociale peut être prise en charge par les femmes, si les femmes africaines parviennent à se dire, en fait, il y a en nous, nous avons un pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on est spécial, parce qu'on est trop différent des hommes. Mais parce que les hommes ne sont jamais là, ou ils ne sont pas là. Ils ont émigré, ils sont partis au champ, ils sont au travail. Mais les femmes, l'immense majorité des femmes qui n'ont pas de fonction officielle, qui n'ont pas de travail, savent être à la maison, partager les repas. En dépit des difficultés extrêmes, les gens sont capables de partager. Donc, comment cultiver en nous, comment redécouvrir en nous ce sens de l'autre et le sens du partage? Comment regarder dans chaque migrant, chacun de ces enfants, ils sont des milliers en Libye aujourd'hui, ils sont partout. Et ces enfants sont comme ça avec leur mère. Les gens ne peuvent pas savoir que chaque tragédie migratoire, il y a une histoire de femme là-dedans. Les enfants me disent, nous partons parce que nous ne voulons pas que... Je vais parce que je ne veux pas que ma mère crève la dalle. Je ne veux pas que ma mère meure sous mes yeux parce que je ne peux pas lui acheter de médicaments. Donc il y a une complicité mère-enfant dans l'histoire des migrants qui fait que quand on parle des femmes, il a parlé de la fonction politique, mais cela me prouve que les femmes sont battues, les femmes ont des problèmes, mais la mère est vénérée. Les sœurs et les tantes sont vénérées, sont écoutées. C'est ce pouvoir politique qui m'intéresse. Ce pouvoir politique et cette fonction culturelle, et dire à l'Afrique, c'est pas vrai que le problème de l'Afrique est civilisationnel. L'Afrique est encore porteuse de cette capacité de voir dans l'enfant qui est en train de mourir son enfant. Moi, je sais que dans mon quartier dont je vous ai parlé, et tous les enfants qui ont eu du travail dans le cadre de ce pavage, tout le monde m'appelle tante. Personne ne m'appelle Aminata, c'est tanti. Donc, tante, est-ce que tu penses qu'on peut faire ça? Est-ce que tu ne penses pas qu'on doit continuer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les jours, quand des enfants que vous n'avez pas mis au monde viennent vous dire, tanti, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que ça, c'est remarquable. C'est une expérience inouïe et que je veux amener progressivement mes sœurs en disant, la solution, c'est pas ailleurs. La solution, c'est en chacun de nous. Si nous questionnons nos cultures, nous allons certainement trouver quelque chose à partager avec le reste du monde.